Merci, Monsieur le Président. Très honorable Kavaye Djibril de nous passer la parole. Je voudrais saluer d'antan les pertinentes préoccupations qui ont été exprimées par les collègues dans la commission dédiée. Et je me réjouis de la présence ici de Madame la ministre en charge de ces questions. Alors, Madame la ministre, séduit par l'exposé des motifs de cette loi, je me suis lancé dans une lecture passionnée des 101 articles, dans l'ardente expectative de déceler les bases juridiques du renouveau postal. Mais rendu à la moitié du texte, j'ai dû, Madame la ministre, réviser mes prétentions pour m'épargner une brutale désillusion. Je dois vous concéder néanmoins qu'en comparaison avec la loi du 26 décembre 2006 du même nom, la littérature qui a permis de passer de 63 à 101 articles est plus affinée. Les définitions sont plus denses. Bref, on en sort forcément bien enrichi du jargon postal, mais une bien maigre consolation pour un lecteur qui rêvait de la poste en couleur. Venons-en au fait. Madame la ministre, le nostalgique de l'époque où nous collions les timbres avec la salive a lu dans cette loi, à l'article 33, que l'enclavement n'est pas un motif valable d'exonération de l'obligation d'assurer l'égal accès au service postal universel. Alors, qu'est-ce qui est fait pour effacer les innombrables déserts postaux qui essaiment le Cameroun? L'État accorde à l'opérateur postal un monopole résiduel appelé service réservé, notamment les courriers n'excédant pas un demi-kilogramme et autres services. Comment être sûr qu'à la promulgation de cette loi, nous ne rentrerons pas à l'âge de la pierre taillée où le courrier qui aujourd'hui par une agence de voyage arrive le même jour arrivera une semaine après? Pourquoi prendre à nouveau le risque de préjudicier autant les Camerounais alors que le fameux plan de relance de la Campost n'en est encore qu'aux grandes annonces? Madame la ministre, l'une des innovations de la loi est l'institution des droits d'entrée et des droits de renouvellement. Mais l'attitude est laissée au seul gouvernement d'en définir les montants à sa guise. Ne pensez-vous pas qu'il appartient aux législateurs que nous sommes, tout au moins de fixer les plafonds et les planchers? Madame la ministre, l'institution d'une redevance postale, c'est à l'article 19, en soi pose deux problèmes. Celui de la surcharge contributive et celui de la valeur. En plus des droits d'entrée et de sortie, que dis-je, de renouvellement, il faut signaler que nulle part, il n'est dit que les entreprises du secteur sont exonérées des autres charges fiscales. Lorsqu'en plus, elles sont astreintes à une redevance de pas moins de 4% hors taxe, c'est-à-dire sur la base des encaissements bruts. Cela s'assimile dans un contexte, par ailleurs, où le patronat dénonce depuis longtemps la pression fiscale excessive à une asphyxie programmée, à une évasion préméditée. Pour preuve, l'article 22 fixe un délai de 60 jours pour l'acquittement de ces charges. Nulle part dans la loi, il n'est envisagé le moindre moratoire. Encore plus inquiétant est de constater, c'est à l'article 68 alinéa 4, même en cas de contestation d'une redevance issue des états financiers litigieux, l'opérateur privé est tenu de payer d'abord. On se croirait dans le droit commun du recouvrement des impôts. D'ailleurs, ces derniers, je parle des impôts, subissent la même préemption. L'article 75 donne pouvoir aux régulateurs de l'activité postale, il ne s'appelle plus ARP, comme dans la loi de 2006, d'agir en leur lieu et place. Cela ressemble d'ailleurs étrangement, pour ceux, je n'étais pas encore ici, mais ceux qui avaient suivi l'actualité sur la loi de l'activité de l'audiovisuel qui date du 20 avril 2015. Il y avait encore, et c'est toujours le cas dans cette loi, un article qui instaurait une redevance de 4,5%. D'ailleurs, on lit aussi que le transfert de fonds est désormais assujetti à une taxe de 1% du montant à transférer. Il y a lieu de se demander, est-ce que ce n'est pas le consommateur qui va payer la facture? Je vais vers la fin. Madame le ministre, en évoquant les ressources de Campost, il est fait mention, c'est au 4e tiré de l'article 43, de la redevance. Évidemment, je viens d'en parler. On reconduit curieusement un système tellement inique, inspiré de la CRTV, qui veut que l'on prélève chez les concurrents privés pour financer le concurrent public qui reçoit déjà la subvention et autres financements, notamment celui lié à la compensation du service postal universel. Cela, Madame le ministre, vous paraît-il équitable? Alors, vous avez reconduit, et ça m'a particulièrement frappé, ce que je considère comme un véritable scandale. La loi met sur pied un corps nouveau, les officiers de police postale, qui, parce qu'ils ont prêté serment, peuvent qualifier les infractions, verbaliser, procéder aux saisies et autres choses. Bonjour les abus.
N'avez-vous pas entendu parler, Madame le ministre, des incidents perpétrés par la milice municipale à Yaoundé? Pourquoi cette frénésie de caporalisation sur les entreprises privées du secteur postal? Pourquoi cette envie irrépressible de réprimer sans autre forme de procès? Suffit-il de prêter serment pour exercer une compétence aussi délicate? Pourquoi la loi est muette sur les profils de ces agents verbalisateurs pendant qu'on y est? Qu'en est-il du plan de restructuration de la Campost qui était prévu de 2018 à 2021 pour un montant, pas des moindres, de 22,87 milliards? Où en est-on? Et puis, une petite autre curiosité, on a appris, j'avais suivi à la radio, c'était le 17 septembre 2019, que Camerco avait également lancé un service Camerco Express courrier. Alors, cette entreprise à capital public, comme Campost, est régie par quel régime maintenant? Mais dans un cas comme dans l'autre, ça va poser un problème de concurrence déloyale. Alors, comme je m'intéresse aussi à l'international, j'ai découvert la Postal Development Report de 2019, qui est le classement mondial annuel des meilleures entreprises postales, qui est fait par l'Universal Postal Union, l'organisme postal international qui est régi par le traité de Berne et qui encadre tout ceci. Ce classement a attribué à la Poste tunisienne le prix du meilleur opérateur postal à l'échelle africaine et arabe, notamment grâce à l'innovation numérique. Et je sais, Madame le ministre, que ça vous parle. Parce que dans l'exposé des motifs, il est dit que l'un des mobiles de la nouvelle loi est l'insuffisance d'appropriation des TIC. Alors moi, j'ai désespérément cherché le saut numérique dans cette loi. Aidez-moi, Madame le ministre, à le trouver, ce d'autant qu'on se souvient tous, et vous m'avez fait l'honneur d'ailleurs à l'époque de m'inviter à certaines de vos activités, juste après le discours du 31 décembre du président Paul Biya de 2015, qui faisait allusion à l'économie numérique, vous n'avez eu de cesse de faire de l'économie numérique votre sujet de prédilection. D'ailleurs, en mars 2016, et c'est ce que je disais tantôt, vous aviez organisé les premières journées du numérique. Et depuis lors, Dieu sait combien de forats vous avez organisé. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce, Madame le ministre, pour vous, qu'un slogan? Et puis pour finir, quelle est la place des collectivités territoriales décentralisées dans cette loi? Les télécentres sont devenus des fantômes dans des immeubles. Moi, je dirais, Monsieur le Président, très honorable, chers collègues, que cette loi dessine les traits d'un État vorace et oppresseur. L'objectif réel, et c'est clair, est d'essayer de capter par la force déguisée en une loi des ressources présumées logées dans une niche que constituent les transferts de fonds et les transports de courriers et marchandises. La niche, elle existe, en effet, mais cette loi, si nous l'adoptons telle qu'elle, va l'essorer complètement. Un secteur aussi prometteur mérite, Madame le ministre, chers collègues, une meilleure attention. Je vous remercie.